Une interview témoignage. Exercice 4. Bonjour Vivien, alors tu es étudiant de sciences politiques et tu viens de passer une année à l'étranger. Est-ce que tu peux faire un peu le bilan de cette année? Oh oui, bien sûr. Bonjour Marie-Christine. Alors cette année a été très enrichissante pour moi. C'était dans le cadre de mes études, donc une année à l'étranger qui compte pour une année d'études. Et j'ai choisi de venir à Venise pour l'aura qu'elle avait, la beauté du site, de la ville, pour les monuments à voir, les musées, toute la culture en fait, la culture italienne aussi qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait je fais italien donc en première langue étrangère. Alors cette année a été très enrichissante sur le point de vue du travail parce que j'ai donc travaillé à l'Alliance française et à la délégation culturelle de l'ambassade de France où j'avais un travail de communication et de programmation des activités culturelles. Je m'occupais donc de mettre en route tous les projets culturels, toutes les manifestations culturelles. J'avais un suivi des communications, c'est-à-dire tout ce qui est communication avec la presse, les communications avec la Vénétie, les personnes de la Vénétie, en fait, faire qu'elles viennent à nos rencontres et qu'elles viennent aussi, qu'elles deviennent membres de l'Alliance française, qui est une association assez active et très intéressante. Et tu as eu du succès? Il y a eu un peu de succès, on a eu quelques articles dans la presse, les adhésions ont augmenté, alors c'est pas tout grâce à moi, il y a aussi tout le personnel de l'Alliance, il y a d'autres stagiaires qui ont beaucoup travaillé, et c'est vrai qu'il y a quand même du succès, les rencontres sont bien suivies, on a aussi toutes les semaines une séance de cinéma où il y a un petit public pour des films intéressants et de contemporains. Et tu as eu l'occasion à l'étranger de rencontrer des jeunes de ton âge? Alors en fait, oui, parce que je suis dans une colocation à Venise Centre et je suis avec des jeunes qui ont entre 22 et 25 ans, qui font leurs études à Venise. Aucun n'est vénitien, ils sont tous piémontais. C'est un peu amusant, mais ils sont tous piémontais de la région de Novara, du lac Majeur. Et donc ça m'a permis de rencontrer leurs amis qui eux sont plus ou moins vénitiens, certains de la terre ferme, certains de la ville même. Et ça m'a permis de bien m'amuser, oui. Donc là, tu rentres en France. Est-ce que tu vas conseiller aux autres étudiants la même expérience? Alors oui, je rentre en France et j'ai déjà conseillé parce qu'en fait, le prochain stagiaire, celui qui va prendre ma place, est un étudiant de la même école que moi. Donc déjà, ça fait boule de neige. Et oui, je vais faire la promotion de ce stage et de la ville de Venise, qui est quand même très intéressante à vivre. Et tu comptes repartir à l'étranger plus tard? Peut-être déjà pour la 5e année de mes études, donc dans 2 ans, je pourrais peut-être faire une nouvelle année à l'étranger, à l'université ou encore en stage, ça à définir en fonction de ce que je souhaite faire plus tard et des masters qui me sont proposés. Et pour un jeune Européen, tu penses donc que c'est vraiment indispensable de faire un stage? Alors moi déjà je suis très attaché à l'Europe et c'est vrai que je me vois pas tellement aller faire des stages sur les autres continents. Je suis un peu très attaché donc à la culture européenne et je pense que oui c'est intéressant de voir les autres pays parce que c'est quand même assez différent. L'Europe est unie, c'est un concept très intéressant selon moi et très important. Et c'est vrai que partir comme ça dans les pays européens, que ce soit en Italie ou en France pour les Italiens, c'est une belle expérience et ça permet de rencontrer des gens et de se faire des connaissances peut-être même pour plus tard. Merci beaucoup Vivien pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir, merci. Une conférence. Exercice 5. Merci. Bien, alors, récemment, en 2006, un film a été fait sur Marie-Claire par une franco-ontarienne qui s'appelle Suzette Lagacé et qui a scénarisé un film intitulé Au-delà des apparences, portrait de Marie-Claire Blais et que nous avons présenté dans le congrès Cinéma Littérature l'année dernière, en décembre 2006. J'ai fait une communication sur Anne Hébert et Marie-Claire Blais, justement. C'est un très beau film qui accentue beaucoup cette tension vers la lumière. Tout le film est construit sur cette idée force de la lumière, ce qui donne évidemment une vision assez optimiste de toute l'œuvre de Marie-Claire, même celle des débuts.
Peut-être d'une façon un petit peu trop optimiste, c'est selon moi, parce que bien sûr, l'Amérique a donné beaucoup de liberté à Marie-Claire pour écrire. Elle lui a donné aussi la beauté du monde, il faut bien le dire, à travers justement ce paysage des îles Keys, qui est un paysage de paradis terrestre. Mais Marie-Claire reste quand même elle-même, je trouve, c'est-à-dire que dans sa grande trilogie Soif et les autres volumes, elle continue quand même à dénoncer le mal, à montrer que ce sont les hommes qui détruisent ce monde et le mettent à feu et à sang. Et elle s'inspire même d'une profonde lecture de Dante, de la Divina Commedia, et cette opposition est assez stridente. C'est pourquoi moi je ne serais pas tout à fait de l'avis de Suzette, qui est totalement optimiste. Mais qu'en penses-tu ? Je pense que les écrivains ont des visions et que les visions sont proches, toujours proches à travers le temps de cet état du monde qui est toujours en mouvement, nous sommes dans un monde en mouvement et les écrivains sont comme Kafka, comme Dostoïevski, ils sont des passagers, des gens qui voient des visiteurs, mais qui ont des yeux, qui ont une âme avec des yeux, et les yeux voient tout, ils voient tout dans le présent, ils voient beaucoup dans l'avenir, et je pense que c'est l'état de conscience mouvant, mobile, toujours mobile de l'écrivain qui en ce sens-là n'a pas d'âge, parce qu'il peut traverser ses apparences du moment pour aller plus loin. Et bien sûr, c'était le portrait de Suzette est généreux parce qu'elle veut la lumière pour nous, oui, pour nous tous, et aussi parce qu'elle est jeune et elle a raison de croire, il faut croire, mais c'est sûr que le combat de l'écrivain pour la lucidité sera toujours le même, ce sera toujours aussi ardu, et de dire la vérité, même à travers la vision du poète. Notre vision du monde sera toujours durement perçue, difficilement perçue aussi. Et avec la trilogie de Soif, dans La foudre et la lumière, et Agostino et le cœur de la destruction, bien des personnes croient qu'il ne s'agit que des États-Unis ou du Canada, mais en fait il s'agit du monde. Et le racisme qui est dénoncé là, ou le sexisme, ou la cruauté envers les êtres humains fragiles, les enfants, les animaux, c'est la même qu'on retrouve dans toute l'humanité, malheureusement. C'est très inconfortable d'écrire sur un paradis qui est le nôtre, c'est-à-dire notre terre, et de savoir que nous sommes en train de détruire notre paradis et que nous n'avons aucun respect les uns pour les autres, et moins de respect encore pour ceux que nous ne connaissons pas et ignorons. Mais j'ai de l'espoir parce que il y a toujours dans la vie des gens comme Agostino ou comme Renata, ces personnages que je tente de décrire, qui travaillent pour la justice ou qui essaient de traduire par l'écriture à travers leur jeunesse les scandales, les hontes qu'ils éprouvent. Et nous parlions de fascisme ce matin, et c'est toujours présent, et on ne peut pas dire que ce n'est plus présent, c'est faux. Et je pense que nous sommes dans cette ère de fascisme, de cruauté, et que si on ne se réveille pas, on va tout détruire, ce paradis. Mais l'espoir que j'ai dans l'écriture, c'est de faire vivre des personnages qui ont la foi dans l'avenir du monde. Un entretien. Exercice 6. Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions du scoutisme, le mouvement créé par Baden-Powell il y a un siècle et qui possède 28 millions d'adeptes à ce jour. Et vous les décriviez ainsi, les scouts, encore chevaliers,
déjà écolo. Cette semaine, nous allons voir comment change la langue. Notre langue évolue avec le temps. Des mots nouveaux apparaissent naturellement, par invention ou copie de mots étrangers ou d'argot technique et sont employés. On les retrouve dans les dictionnaires, plus tard, parce que d'usage courant, mais seule l'Académie française a pouvoir et droit de les adouber et de les placer dans son dictionnaire, le dictionnaire officiel, je n'ose pas dire la Bible. Ainsi, Michel Serres, en tant que membre de l'Académie française, je sais qu'il vous est arrivé de proposer des mots nouveaux. Eh bien, vous allez nous expliquer un petit peu ce mécanisme. La première chose à défaire, c'est de dire avec vous que la langue française change très vite, comme toutes les langues contemporaines. Pourquoi ? Parce que il y a une rapidité de transformation et d'évolution aujourd'hui beaucoup plus forte que par le passé. Pourquoi ? Au moins pour 3 raisons. La première, c'est que les métiers changent beaucoup. Si vous regardez, par exemple, l'encyclopédie Larousse, dans sa dernière édition, c'est un chef-d'œuvre d'édition d'ailleurs, 8 volumes cartonnés en 1954, la plupart des planches de métiers sont désuètes. Donc, en un demi-siècle, tous les métiers ont changé, y compris les métiers les plus récents, comme le téléphone, comme l'électricité, etc. Donc, premièrement, changement de métier vraiment important. Deuxièmement, explosion de sciences. C'est-à-dire beaucoup de sciences se sont non seulement renouvelées, mais créées pendant ce demi-siècle. Et si vous interrogez les professeurs de sciences, vous verrez qu'ils vous répondront qu'ils enseignent en ce moment plus de la moitié des choses qu'ils n'ont pas apprises eux-mêmes lorsqu'ils étaient jeunes, explosion des sciences. Et troisièmement, transformation complète des mœurs. Mais alors Michel, les mots précèdent ou bien les mots ne suivent pas ? Alors, les mots suivent en général K1, K2 de la façon suivante. Je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, pour les métiers. Vous savez sans doute que dans la construction, que dans le bâtiment, on bâtit en béton armé, et que ce béton est armé, cela veut dire qu'il est armé avec du fer, et qu'il y a une spécialité dans les métiers du bâtiment où l'on prépare ces ferrailles, si vous voulez, pour couler le béton tout autour. Très bien. Or, il n'y avait pas de mot pour parler de ces spécialités-là, et on disait ferrailleur. Or, vous le savez, ferrailleur, ça veut dire aussi ceux qui récupèrent des vieux métaux et qui les vendent pour les recycler. Le mot historique. Un mot historique. Et donc, le syndicat des ferrailleurs en question m'a saisi et m'a demandé s'il n'y avait pas un mot nouveau pour désigner ce type de métier qui consiste à armer le béton armé. Les fers à bétonnier. Alors voilà, on a inventé le mot armaturier, qui a été adopté par l'Académie, et aujourd'hui, ces braves gens s'appellent des armaturiers, non plus des ferrailleurs. Le savent-ils ? Bien sûr, le syndicat, c'est eux qui nous l'ont demandé. Il y a eu d'ailleurs un échange de lettres très sympathique entre eux et nous, et par conséquent, vous voyez, sous la pression de la transformation des métiers, et bien sûr, dans l'informatique, c'est encore pire, bien entendu. Deuxièmement, les mœurs. Alors, dans les mœurs, je vais au moins citer quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le sport, et dans le sport, quelque chose que j'aime beaucoup, le rugby à 15, eh bien, nous avons proposé à l'Académie française d'intégrer le mot ovalie, qui a été demandé par l'Académie du rugby, car elle existe. À cause du ballon ovale. À cause du ballon ovale, et nous l'avons défini comme l'ensemble des pratiques. Enfin, c'est un peu copié sur le mot utopie. Donc c'est pas un pays, Ovalie, c'est un pays, un peu un pays virtuel comme utopie, mais où il y a des pratiques à la fois de sport, d'arbitrage, de droit, et de réjouissance aussi, ou de public. Vous voyez, Ovalie. Et troisième exemple, sous la pression de la science alors, pas seulement de la science, mais aussi de l'éthique scientifique et de tout ce qui concerne la juridiction scientifique. La haute autorité de santé, qui est présidée par le professeur Laurent de Gosse, m'a saisi d'une lettre où il demandait si on pouvait faire une distinction entre la sécurité sanitaire, touchant les médicaments, touchant les techniques, etc., touchant la dangerosité de certains médicaments. Un mot français pour safety. Voilà, un mot français pour safety, exactement. Et la sécurité de l'environnement des soins dans les hôpitaux, la sécurité concernant les infirmiers, concernant les médecins, les chirurgiens, la pratique, bref, l'organisation humaine. Voilà. De la d'un santé, côté le matériel, sain et sauf, quoi. Voilà. D'un côté. Et j'ai répondu en disant, mais mon Dieu, il y a l'expression sain et sauf, sain a donné santé, et sauf a donné sauveté. Alors je me suis précipité sur les dictionnaires de l'Académie, il y a une longue liste. Ça existe, sauveté, non? Sauveté existe depuis le Moyen-Âge, il a été gardé par l'Académie française pendant de nombreux siècles, et il s'est arrêté, curieusement, à la fin du 19e siècle. Alors voilà, j'ai proposé à l'Académie française le mot sauveté. De le remettre dans le dictionnaire où il était resté. Alors il y a des cas d'invention, ovalie, il y a des cas d'invention, armaturier, puis il y a des cas de résurrection.
Voilà. Mais il avait quitté le dictionnaire. Il avait quitté le dictionnaire, carrément. Il n'était plus conservé que par les apiculteurs qui, lorsqu'ils préparent des cellules pour préparer les reines, non pas les ouvrières, mais les reines, ils appellent ça cellules de sauveté ou reines de sauveté, ce qui est délicieux. Alors donc, vous avez toujours fait des efforts quand même pour éviter le franglais, par exemple. Oui, on essaie de garder le droit fil de la langue, mais il faut dire aussi, en plus, qu'il n'y a pas seulement que l'invention ou l'adaptation ou l'adoubement, comme vous avez dit excellemment, des mots d'usage. Il y a aussi tout un circuit qu'il faut expliquer, c'est-à-dire chaque ministère, par exemple le ministère de la Santé, a un conseil de terminologie, un comité de terminologie, et il y a aussi à l'Académie française un comité de terminologie qui, lui, est spécialement désigné pour adouber justement les mots nouveaux dont nous parlons. Mais est-ce que, Michel, la nature peut aller sans cesse vers des mots nouveaux? Et deuxièmement, est-ce qu'il est souhaitable de trouver dans chaque langue des mots qui ont leur particularité? Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une espèce d'espéranto scientifique? Il y a un espéranto, bien entendu. Il y a une langue de communication. Il y a même une histoire des langues de communication. Autrefois, le commerce et les sciences par les Grecs. Ensuite, le commerce et les sciences par les Arabes. Ensuite, le commerce et les sciences par les Latins. Ensuite, les sciences et le commerce par les Français. Maintenant, ils parlent anglais. Et donc, il y a une langue de communication, ça c'est certain. Mais dans le cas d'apparition de phénomènes nouveaux, comme des métiers, comme des concepts scientifiques, comme des mœurs, ça vaut la peine quand même ou de ressusciter un mot ancien ou de créer un mot nouveau. Mais c'est passionnant et il n'y a pas de plus grande jouissance peut-être que de contribuer comme ça à la richesse de la langue française. Et en plus, c'est très discret puisque lorsqu'on invente un mot, oui, on ne laisse pas son nom à ce mot. Absolument anonyme et je refuse de signer. Michel Serres, merci. Bonsoir. Nous gardons le mot académicien et à dimanche prochain. Merci.